Salut à tous, c'est le Duke. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai à mes côtés une personne pour l'émission d'aujourd'hui qui est extrêmement importante. Donc, puisqu'on va vraiment parler d'un sujet qu'il maîtrise, je dirais, sur le bout des doigts. Donc, Richard Boutry, donc qui m'a fait le plaisir donc d'accepter mon invitation à cette émission où nous allons vraiment rentrer pour moi dans le cœur d'un sujet qui est extrêmement important, c'est celui du monde journalistique et aussi je vais dire, de leur mission et de l'importance dans lequel le rôle stratégique qu'ils jouent par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, bonjour Richard. Bonjour Alan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai découvert, non, je vous ai pas découvert, puisque moi, comme beaucoup de personnes, je vous ai vu à la télé quand j'étais plus jeune. On est quoi, dans les années 90? Les années 2000 quand même. 2000, aussi Pas tard, si trop. tard, donc vraiment tardif. Donc, Ouais. oui, vous n'êtes pas si âgé que ça non plus. On n'a pas une si grande différence d'âge. Donc, mais dans ma tête, j'avais plutôt fin 90. Donc, on est dans les années 2000. Donc, j'ai cette vision encore de vous à la télé. Et là, j'ai été étonné de vous découvrir, bien sûr, sur le net, Facebook, avec cette minute de Richard Ricardo. Donc, je me suis dit, ah tiens, voici quelqu'un qui parle, qui utilise justement ses compétences de journaliste pour partager de l'information qui est très pertinente et en l'occurrence aussi des informations donc où vous faites donc apparemment partie des théoriciens du complot puisque vous dites des choses qui ne sont politiquement pas correctes. Écoutez, moi je ne sais pas si on peut dire ça, théoricien du complot. Moi, j'ai jamais été complotiste, Moi non ni plus. de cœur, ni dans l'âme. Vraiment, je pense avoir une indépendance journalistique forte. Vous rappeliez ma carrière tout à l'heure. J'ai commencé sur France Télévisions, donc comme présentateur, rédacteur en chef de différentes chaînes, que ce soit Paris-Île-de-France. J'étais également en Normandie. Ensuite, je suis passé au National. Je suis passé au Soir 3. J'ai été donc pendant 4 ans présentateur du Soir 3. C'est sur moi cette occasion que vous avez pu me voir. C'est là, oui. Et puis également sur TV5 Monde comme présentateur, comme rédacteur en chef pendant extrêmement longtemps. Donc j'ai eu des cycles de 6 ans à chaque fois sur chaque période. Et donc je pense avoir toujours eu dans ma vie une crédibilité journalistique très forte, ce qui m'a permis d'être très jeune en fait et très rapidement surtout sous le feu des projecteurs, parce que j'étais l'un des plus jeunes présentateurs de France. À l'époque du Soir 3, par exemple, il y avait le journal de TF1 20h, de France 2 20h, et je passais après. Donc voilà, je passais vers 22h. On avait une audience qui faisait entre 2 et 3 millions de téléspectateurs par soir, donc c'était vraiment une très forte audience. C'est vrai que j'avais une carrière toute tracée et du jour au lendemain, moi je travaillais, vous parliez tout à l'heure des gens qui travaillent avec prompteur, moi je travaillais sans prompteur, j'ai toujours travaillé sans prompteur. Et quand je rentrais chez moi le soir, les 2 morts de la journée dans un accident de voiture étaient devenus 4. La prise d'otage dont on parlait était terminée au moment où je rentrais le soir. Voilà, donc toute l'actualité était en quelque sorte dépassée. Et je me disais, donc j'avais mes feuilles à la main, je rentrais avec mon ex-femme aujourd'hui, parce que j'ai divorcé, mais elle m'a accompagné quand même pendant 20 ans dans ma carrière journalistique. Et je rentrais le soir chez moi et j'avais le sentiment d'un devoir inaccompli en fait. Pourquoi? Parce que l'actualité était déjà dépassée au moment où je rentrais le soir et les feuilles, très symboliquement, sur lesquelles je m'appuyais en fait pour faire mes journaux, allaient droit à la poubelle. Donc le travail de la journée finissait directement dans la poubelle. Et moi, c'était une vision que j'avais tous les soirs et qui était une vision quasiment horrible. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais de ta journée? Tu travailles et puis tout finit dans la poubelle. Alors effectivement, il ne faut pas être journaliste si on ne veut pas s'en remettre au temps, parce que c'est vrai que le propre même du journaliste, c'est de pouvoir traiter l'actualité. Et donc l'actualité, par définition, elle est dépassée à un moment ou à un autre. Mais au bout d'un moment, ça m'a posé des problèmes de conscience. Et alors que j'étais vraiment sur ma lancée, on me comparait très souvent à Delahousse à l'époque, qui lui était sur les chaînes annexes. Et j'étais du reste très ami avec lui. Il me regardait, il ne me posait pas de questions et tout ça. Et j'avais vraiment, je pense, modestement, j'avais une carrière qui était toute tracée devant moi. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter, de mettre un frein à ma carrière et de tout stopper pour essayer de trouver de l'information durable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'information durable? L'information plus pérenne, bien sûr, que celle que je traitais au jour le jour. Et là, j'ai décidé, en fait, du jour au lendemain, de me plonger dans des réminiscences passées, puisque j'avais fait mes études chez les jésuites à Franklin. Et j'avais une grand-mère,
j'utilise beaucoup ma La grand-mère dans fameuse la vie, grand-mère. Ricardo. On a un point commun là avec les grand-mères parce que moi, ma grand-mère, je Ah ne sais pas ouais? si vous avez parlé de votre grand-mère et si vraiment il y a quelque chose derrière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on se rejoint énormément. Moi, ma grand-mère, elle a aussi joué un rôle Ah bah, essentiellement important. vous allez me dire dans un instant sur votre grand-mère. Moi, ça m'intéresse beaucoup de confronter nos points de vue sur la grand-mère. Mais en l'occurrence, ma grand-mère était très spirituelle. Et moi, je me suis dit à l'époque, pourquoi pas investiguer ce monde de la spiritualité. Et ça m'a vraiment intrigué. Alors, j'en avais des bases, des connaissances, j'allais à la messe, mais bon, c'était pas au-delà de ça. Et j'ai voulu créer une chaîne qui s'appelle la chaîne KTO, qui aujourd'hui est une véritable marque. Je suis parti de rien, on était 4 autour d'une table et on a créé véritablement une marque en l'espace de 6 ans, puisque je le rappelais tout à l'heure au PDG de François qui était avec moi cet après-midi. Je lui disais, j'ai des cycles en fait de 6 ans dans ma carrière. Et ça a été vraiment de très belles initiatives sur KTO, puisqu'on a eu l'occasion pendant tout un temps d'interviewer les grands de ce monde, non pas autour du catholicisme, non pas autour du christianisme, mais véritablement autour de tout ce qui était Ouais, spiritualité, mode de pensée, tout ça. Donc ouais. c'était très intéressant. Je suis rentré là-dedans et vraiment ça m'a beaucoup plu comme Mm, expérience. mm. Mais vous, parlez-moi un peu de votre vision justement journalistique aujourd'hui. Vous Ben voyez comment en justement, fait c'est les… pour ça que j'ai fait appel à vous. C'était justement puisque si on prend un petit peu les consignes entre guillemets politiques par rapport au peuple, il y a bien sûr entre ceux qui vont prendre des décisions, qui prennent des décisions, et puis bon, on parle des politiques, mais on sait bien que derrière les politiques, il y a d'autres personnes qui apparemment dirigent le bal dans lequel nous sommes, dans cette mascarade. Et de l'autre côté, le peuple, ben, il y a justement le monde des journalistes, donc qui sont quand même à la télé. Ça reste quand même encore une référence, on va dire, c'est vraiment ce qui est entre le pouvoir et puis le peuple. Et quand j'observe un petit peu justement le travail qu'ils font, qui n'est absolument pas équilibré. Je parle bien d'équilibre, puisque mon avis, c'est que s'il y avait vraiment un équilibre au niveau du débat, je pense qu'on n'en parlerait même plus de cette histoire de Corona Circus, donc ce serait fini, puisque toutes les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec la version officielle, s'ils avaient la même possibilité de répandre leur information avec aussi des experts, des personnes qui sont tout autant compétentes ou peut-être même plus compétentes que les personnes apparemment qui sont choisies pour passer à la télé, eh ben, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est mon opinion. Et puis après, quand on voit aussi que ben, nous, comme il n'y a pas d'équilibre par rapport à ces possibilités d'informer, on doit passer sur des médias alternatifs, comme on les appelle aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'on subit? Une censure. Donc, on voit comment des opinions sur Facebook sont censurées, coupées, des comptes YouTube qui sont carrément aussi effacés. Et là, je parle quand même de personnages comme le professeur Bakhti en Allemagne ou bien Jean-Jacques Crèvecoeur qui a quand même aussi des diplômes. Il a quand même, quand il parle, c'est pas n'importe quoi. Donc, et c'est là où on se dit, ben, les journalistes, est-ce qu'il y a eu un temps, ça c'est la réponse que vous allez pouvoir me répondre, est-ce qu'il y a eu un temps où le journalisme, on pouvait dire, il y avait encore du vrai journalisme, où il y avait on pouvait dire, il faisait un vrai travail d'investigation, où il y avait une certaine neutralité dans leurs propos, ou bien ce qu'il y a toujours eu, parce que on sait comment on fonctionne avec justement la rédaction en chef, où on va quand même déjà discuter de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Est-ce qu'il y a eu un temps où le journalisme était neutre et puis vraiment où on pouvait lui donner une certaine crédibilité? Écoutez, je pense que c'est une très bonne question derrière tout ça. La réponse est, je me fie à ma grand-mère. Ma grand-mère me disait toujours, quand tu loues trop le passé, tu commences à devenir con et tu commences à devenir vieux. Vieux et con à la fois. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a un temps où on avait 20 ans et la vie était beaucoup plus belle et le journalisme était équilibré. Non, le journaliste a été toujours assez orienté, en tout cas de mon époque, mais il y avait véritablement de vrais débats au sein des rédactions. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser que je vous dise un peu comment se faisait un journal télévisé, par exemple, pour que vous puissiez comprendre. Un journal télévisé, en fait, il y avait une conférence de rédaction qui se passait quasiment 5 heures avant le journal. Donc, pour le 20 heures, c'était à peu près autour de 14-15 heures, où là, vous aviez à la fois le directeur de la rédaction, vous aviez le rédacteur en chef, vous aviez les chefs de service, donc il y avait une quinzaine de services. Il y avait société, sport, politique, environnement et tout le reste. Donc, les chefs de service étaient là, avec le présentateur, avec le rédacteur en chef, et on établissait ce qu'on appelle le conducteur de l'émission.
Hum. C'est-à-dire qu'on définissait les sujets et à partir de là, on mettait l'ordre un peu pour essayer de créer des sujets qui étaient en concordance. Là, il y avait un vrai débat, ça durait 1 heure et demie, qui s'instaurait entre les journalistes d'une part, les chefs de service de l'autre, et puis les membres de la direction. Et c'était vraiment très intéressant de voir ça, parce qu'il y avait des points de vue complètement différents sur la question, et tous les points de vue pouvaient s'exprimer librement. Il n'y avait aucun tabou. On pouvait dire ce qu'on voulait pendant les conférences de rédaction. On appelait ça la conf, la grande conf même. Et il y avait un débat d'idées qui était, moi, ce que j'aimais vraiment, c'est cette confrontation d'idées. On était plus pour quelque chose, moi pour l'autre. Le lendemain, c'était l'inverse. Mais au moins, on pouvait parler, on pouvait échanger, on pouvait se confronter. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, c'est une ligne directrice qui est adoptée avec des directeurs qui arrivent et qui disent vous allez faire ci, ça, et on va vous imposer ça, et vous allez faire ça. Et j'ai moi des amis qui sont aujourd'hui rédacteurs en chef, qui sont présentateurs sur différentes chaînes de télévision et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir quitter en fait les médias dans lesquels ils sont, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, parce qu'ils ont des problèmes de conscience, parce que lorsqu'ils rentrent chez eux le soir et qu'ils se couchent, ils se disent, comme moi à l'époque avec mes feuilles, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Rien, aucune indépendance journalistique. Et pourquoi? Eh bien, on construit effectivement cette indépendance-là. Pourquoi on se construit une morale autour du journalisme? C'est parce qu'on a envie de vivre notre propre liberté à travers ça, à travers nos opinions. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, notamment en France, après vous pouvez me parler du Luxembourg, parce que vous êtes au Luxembourg, vous, et peut-être c'est une autre réalité là-bas sur place. Mais en tous les cas, je sais qu'en France, l'opinion devient un véritable délit aujourd'hui. On parle de délit d'opinion. Dans le temps, on disait « je pense, donc je suis ». Aujourd'hui, c'est « je pense, donc je suis un théoricien du complot ». Exactement. Donc, on ne peut même plus exprimer une opinion différente de l'opinion. Au Luxembourg, c'est la même chose comme partout. Je veux dire, on a le Luxembourg, je le connais assez bien quand même. Je suis luxembourgeois. Je connais même Alain, donc je ne vais pas dire le nom, donc qui est le rédacteur en chef d'RTL, donc Luxembourg. Et je vais vous donner juste une expérience que j'ai vécue à la sortie de mon premier livre en 2007, par là. Je suis passé à la télé sur RTL pour présenter mon livre et c'était une émission en direct. Et ça, moi-même, je ne le savais pas. Donc, moi, je pensais qu'on allait l'enregistrer. Donc, j'étais arrivé quelques heures avant. Ce fameux gars, il m'a présenté les studios. Et puis, moi, je lui dis, bon, on y va là pour faire l'enregistrement. Il me dit, ah non, non, c'est en direct. Ah merde. Et c'était à 7h20. Donc, moi, il y a une petite pression qui monte. Hein. C'était comme la première fois que j'allais faire une émission en direct à la télé et tout ça. Et donc, je présente mon livre. Voilà, il y avait plusieurs intervenants lors de cette émission. Et la deuxième fois, donc, et comme j'ai quand même une tendance à dire des choses qui sont un petit peu, justement, qui sortent des idées reçues, c'est-à-dire j'ai quand même une tendance un petit peu, sur ma carte de visite, il y a marqué agitateur de conscience. Donc, il s'est dit, bon, j'avais écrit un deuxième livre. Et donc, ce gars-là, je lui ai retéléphoné, il a dit non, non, tu ne repasseras plus à la chaîne. Donc, on voit bien que ça, c'est une expérience que j'ai eue par rapport à une personne qui était décisionnaire. Il pensait que mon livre, c'était quelque chose de soft, alors qu'en réalité, les informations que je donnais dans ce livre étaient déjà dérangeantes. Et là, on parle de 13 ans, même plus de 13 ans en arrière. Donc, si on regarde un petit peu ce que je balançais à l'époque par rapport à aujourd'hui, c'est encore 1000 fois pire. Donc, c'était quoi alors? Qu'est-ce que vous disiez à l'époque? C'est quoi votre ligne directrice? C'était, on va dire, moi, à la base, pour les personnes de toute manière qui regardent cette vidéo, ils me connaissent aussi, ils savent que je suis un chercheur autodidacte. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Je m'intéresse à l'alchimie, je m'intéresse au symbole, aussi théorie de la conspiration, mais c'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt une façon comment fonctionne notre société. Je veux dire, quand on parle de manipulation, c'est le propre de l'homme. La mère qui va manipuler ses enfants pour avoir un résultat, voilà. Donc ça, c'est dans notre fonctionnement. Et après, quand on comprend le système hiérarchique pyramidal, il est logique qu'on puisse parler d'une forme de manipulation. Donc, ce n'est pas une théorie, c'est simplement une science qu'il faut intégrer, comprendre la psychologie humaine. Et là, automatiquement, on arrive à comprendre le tout. Donc, à l'époque, je vous dis, c'était intéressant de voir la première fois, il m'invite parce qu'il ne savait pas voilà ce que je proposais. La deuxième fois, il m'a fait comprendre que j'étais plus vraiment le bienvenu sur les plateaux. Et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir des consignes qui viennent d'en haut. Ils n'ont pas besoin à chaque fois voilà, puisque eux-mêmes, ils créent déjà une sorte de censure, parce qu'ils savent aussi que leur poste, il peut être en danger, parce que si on peut laisser passer
une personne, peut-être deux, mais si ça devient trop fréquent, et là, il y a par exemple Frédéric Tadei, qui était quand même pour moi aussi un journaliste, une personne qui avait quand même dans ses émissions, et je dis bien qui avait, Ouais. quand il était encore sur le service public, il avait quand même parfois des émissions où on allait un petit peu plus loin dans les échanges. Et là maintenant, il est Ouais. sur la chaîne russe pour pouvoir continuer comme vous, un petit peu, c'est un petit peu le même cas de figure. À un moment donné aussi, lui, il a dû se dire, bah, je sais pas, peut-être vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il a quitté le service public, puisque est-ce qu'on lui a demandé de partir? Est-ce que c'est lui par rapport à sa conscience? Je ne sais pas, mais c'est simplement pour vous dire, c'est toujours un petit peu les mêmes schémas, entre guillemets. Donc, il y a automatiquement les rédacteurs en chef, ils savent déjà où sont les limites. Et là, avec le sujet du moment, qui est quand même un sujet extrêmement important pour nous tous, donc c'est la même chose. Ouais. Ouais, non, c'est pour ça il faut exister. Il faut exister seul, mais il faut exister en groupe. Donc, exister en groupe, ça consiste en quoi? Parce que moi, j'ai lancé donc, ce qu'on appelle la Minute Ricardo. Voilà. Vous le rappeliez tout à l'heure. J'ai eu la chance, moi, d'avoir sur ces 3 derniers mois une dizaine de vidéos qui ont fait plus de 250 000 vues sur mon site Facebook perso. Donc, avec un nombre de partages qui est colossal, puisque entre 1000 et 15 000 en fonction des vidéos. Qui est d'ailleurs Et sous donc, cette vidéo, je vais mettre le lien de votre site et aussi de c'est gentil, votre… ouais. www.laminute-de-ricardo.com. C'est vrai que donc, j'ai eu beaucoup de monde. Alors, j'ai créé un nouveau site parce que, comme vous, j'ai été blacklisté un peu partout. Mon compte Facebook a été supprimé pendant un temps. Les meilleures vidéos qui passent, elles sont supprimées. Mon compte LinkedIn a été sucré pendant 15 jours. Je veux dire, il y a une censure aujourd'hui qu'on n'a jamais vue auparavant. C'est vraiment, on rentre dans un état véritablement totalitaire à ce niveau-là, au niveau de l'information. Il y a un contrôle de l'information comme il n'en existe peu, en fait. Et donc là, l'idée, moi, c'était de pouvoir mallier d'une part avec d'autres, ce qu'on appelle lanceurs d'alerte, puisque c'est aujourd'hui mon nom. Donc, on a décidé de s'unir. C'est ainsi que moi, je suis en relation avec Emma Cruzy, la Suissesse, vraiment en étroite relation, avec Jean-Jacques Crèvecoeur, que j'ai eu au téléphone ce week-end, avec Silvano Trotta également, que vous connaissez sûrement, avec Pierre Barnerias, qui vient ici chez moi très régulièrement. Bon, bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y a en tout cas un certain nombre. Et on forme une sorte de pool. Et on est très virulent à notre façon. Donc ça, c'est une façon, c'est de pouvoir s'unir pour pouvoir défendre nos valeurs, défendre nos libertés, défendre nos consciences. Et puis, vous avez de l'autre côté, pouvoir toucher quand même le grand public. Parce que ça reste, malgré tout, et même si on fait des scores d'audience sur certaines vidéos, je dis bien sur certaines vidéos, parce qu'il y a d'autres qui marchent moins, des scores d'audience très forts, je pense qu'il faut quand même être dans un média mainstream. Et c'est ainsi que moi, j'ai décidé, en fait, de me rattacher et de rallier un média qui me plaisait beaucoup, que je suivais déjà depuis un certain temps. Et il se trouve que le président m'a appelé pour me dire, tiens, Ricardo, il ne m'appelait pas Ricardo, mais bon, voilà, est-ce que tu ne vas pas venir me rejoindre dans cette aventure et essayer de développer avec moi tout ce qui est multimédia? C'est François. François, pourquoi François? Parce que François, d'abord, ça a une histoire. François est né en 41, pendant la Grande Guerre. C'était un outil de résistance qui permettait d'éviter aux Juifs les fameuses rafles. Ensuite, François a traversé l'histoire depuis cette période-là avec succès, puisque c'était vraiment l'un des journaux les plus regardés, les plus lus en France, en tous les cas, atteignant des scores absolument incroyables. Ensuite, parce qu'il y avait une vraie crédibilité dans François, qui est vraiment emmagasiné autour de François un nombre de personnes, de belles plumes. Je pense notamment à Emmanuel Delataille ou autres, qui étaient des grands personnages à l'époque, et qui ont rejoint donc François. Et puis François, enfin, parce que François, aujourd'hui, c'est un journal donc, basé sur l'écrit, ça vous connaissez, mais qui aujourd'hui est en train de changer littéralement de modèle. Et c'est ça qui est intéressant, avec des gens qui sont passionnants à la tête, qui certifient l'information, qui la vérifient, notamment Xavier Azalbert, là, qui est le président de François, qui est un homme avec qui je travaille quasiment en permanence aujourd'hui, et qui, lui, est un mathématicien à la base, qui est devenu journaliste par la force des choses. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il fait des articles qui sont des articles encore plus probants que les journalistes lui-même, parce qu'il va au fond des choses. Le problème du journalisme, et on en revient à la question que vous posiez tout à l'heure, le problème du journaliste, c'est qu'il survole. Il sait tout sur rien et rien sur tout, en fait, le journaliste.
Et quand on a quelqu'un qui a un cerveau très bien huilé, qui est bardé de diplômes, qui est un mathématicien à la base et qui va au fond des choses, je peux vous dire que le résultat à l'antenne, il est probant. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ce défi François aujourd'hui. C'est un média mainstream qui a pignon sur rue. Et c'est bien aussi de pouvoir s'arroger et s'amarrer, disons, à un gros paquebot comme ça, pour pouvoir développer ses idées et les faire connaître. Parce que de rester seul dans son coin à faire sa propre vidéo, c'est sympa parfois pour son ego, mais ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick et ça fait souvent un peu cheat comme effet in fine. Vous voyez ce que je veux dire, Alan? Ben, moi, de mon côté, moi, je me fais un peu violence puisque Ah quand on ouais, parle, ah, vous êtes courageux, ouais. cette émission-là, ça n'a rien à voir avec mon monde. C'est-à-dire, moi, je suis un chercheur autodidacte qui s'intéresse à plein de choses. Je fais des synthèses, je m'intéresse énormément à l'alchimie, au symbolisme et l'histoire et des choses comme ça. Et j'écris des bouquins. Et là, par rapport à l'urgence du moment, ben, je me suis improvisé un peu journaliste, entre guillemets, mais dans Ou les moments animateur, ouais, d'alternatifs animateur. pour inviter des personnes crédibles, comme j'ai eu pour ma dernière intervention une infirmière belge qui s'appelle Isabelle Duchâteau, donc qui parle quand même de son métier en tant qu'infirmière, et qui, d'un côté, on a alors à la télé, mettez vos masques, c'est important, faites les tests PCR, comme ça on aura des chiffres exacts, ce qu'il faut, allez faire le vaccin, et après on dit c'est pas un vaccin, c'est un produit de thérapie génique. Enfin, tout a été confirmé par une dame quand même qui est du métier. Et puis pour moi, c'est hyper important. Justement, c'est ça la clé pour moi, l'information. Encore, c'est ça. Quand on voit des personnes, je ne vais pas citer son nom parce que j'ai aussi fait une interview, donc les gens ils pourront voir avec qui j'ai fait cette interview. C'est une personne qui appelle quand même à la révolution, à carrément renverser le gouvernement, mais manu militari. Et là, je dis, mais bon Dieu, pour moi, tout ce qui est manu militari, la violence, c'est un échec à l'intelligence. Et justement, pour moi, le fait de répandre l'information qui est après, l'information, pour l'un, ça va être faux, pour l'autre, c'est juste, mais en même temps, la vérité triomphera un jour. Donc, c'est de répandre l'information par tous les moyens imaginables. Et chaque personne doit faire sa part de colibri, comme vous le faites aussi de votre côté, puisque vous maîtrisez quand même, quand vous parlez du test PCR, vous ne dites pas le mot PCR sans avoir au moins un petit peu essayé de comprendre comment fonctionne le test PCR. Et c'est là où on a affaire parfois à des personnes qu'on voit, on observe à la télé, ils parlent de quelque chose, vous venez de le lire vous-même, ils en parlent, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et donc, je me dis, tu prends un singe, tu lui fais lire un bout de papier, tu as le même résultat. Donc, quand on voit aujourd'hui des Cyril Hanouna qui sont des références, je m'excuse, mais ce gars-là, c'est un comique à la base. D'accord. Et c'est une référence aujourd'hui où il va inviter des soi-disant politiciens, des Marlène Schiappa et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, tu dis, mais on est arrivé à. On est dans quel monde? Je me dis, si déjà nos politiciens n'étaient pas vraiment vertueux dans les années 70-80, mais aujourd'hui, on atteint des sommets où on est vraiment dans. Il y a un film qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelle Idiocratie. Je vous le conseille de le regarder. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il vaut son pesant d'or. C'est un film qui anticipe le futur et déjà rien que son titre, Idiocratie, peut vous donner une idée. Donc, maintenant, vous, en tant que parce que vous êtes journaliste, même si vous ne l'êtes plus vraiment sur les médias entre guillemets mainstream, je veux dire, quand on a ça dans l'âme, Je le suis sur ce que je vous disais, je le suis sur François aujourd'hui, exactement, vous continuez. Et là, vous voyez, on vient de faire une interview, je vous conseille justement de regarder demain, parce que cette interview, elle va faire date. C'est l'interview du professeur Luc Montagnier. Je viens de la faire ici, derrière moi, là, c'était il y a 3 quarts d'heure. Il vient de partir il y a 3 quarts d'heure. Luc Montagnier, il a défrayé la chronique, c'est un prix Nobel français de médecine qui a eu le tort de dire que le virus avait été fabriqué, c'était à Wuhan, par des apprentis sorciers, et que 2, il y avait des morceaux, si vous voulez, je caricature un peu, mais je résume un peu sa pensée, mais c'est ça, des morceaux de VIH dans le virus. Et il a été brocardé. Ce type qui a eu le prix Nobel, qui a un cerveau qui fonctionne à plein régime, il a été vilipendé, il a été brocardé, il a été fustigé, il a été mis au pilori, si vous voulez, et quasiment sur un peloton d'exécution. Et tout ça parce qu'il ne partage pas l'avis aujourd'hui du gouvernement français. C'est scandaleux. Il a été invité partout, là, pour pouvoir s'exprimer. Il a refusé toutes les invitations tellement il a été dans le collimateur et il savait qu'il allait se faire descendre. Il a accepté pour qui d'intervenir? Pour François. Et donc, il est venu
chez nous, là, cet après-midi, on a fait une interview qui est vraiment super. Je ne vais pas la dénaturer en vous en parlant, parce que voilà, mais je vous invite vraiment à aller regarder sur le site François demain, parce que c'est vraiment une interview qui fera date. Et vous allez voir, il persiste et signe, il va très loin, en fait, dans sa critique actuelle du gouvernement. Il parle de terrorisme intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça aussi. Non, je vous ai dit ça parce que sur votre propre page Facebook, il y a marqué ancien présentateur TV, alors que vous n'êtes pas un ancien, vous l'êtes toujours. Ah, ben, j'ai corrigé, Peut-être, voilà. Donc vous n'êtes pas un ancien présentateur ou bien journaliste, vous l'êtes toujours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Et donc, quel est le message que vous voudriez porter aux journalistes d'aujourd'hui? Quel est le message que vous voudriez leur apporter, puisque voilà, donc vous en tant que journaliste vous-même, donc quel est le message que vous voudriez leur apporter, voilà. Moi, ce que j'aimerais leur dire à mes confrères, et Dieu sait que j'en ai formé aussi un certain nombre à France Télévisions, parce que j'étais formateur de journalistes, si vous voulez. J'ai envie de leur dire, gardez votre indépendance de pensée, gardez votre liberté, gardez votre éthique journalistique, gardez votre morale, gardez tout cela. C'est impératif pour vous. C'est une question de salubrité morale. C'est comme ça qu'on est équilibré. Vous faisiez référence un peu au monde asiatique tout à l'heure et à certaines formes de philosophie. Et je suis allé voir ce que vous faisiez et c'est vrai que vous l'évoquez beaucoup. Mais il faut se retrouver en unicité, si vous voulez, par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas être tiraillé. Vous ne pouvez pas annoncer quelque chose à la télévision et croire l'inverse. Sinon, ça sonne faux. Et vous le disiez tout à l'heure à travers les émissions d'Hanouna et tout ça. Pourquoi elles sonnent si faux, ces émissions? C'est parce que les gens viennent, colportent un message, mais n'y croient pas fondamentalement. Donc, ce ne sont que des instruments au service d'eux, sont des mauvais vecteurs en quelque sorte. Et ils dénaturent leurs propos et ils se dénaturent eux-mêmes. Ils dénaturent leur morale et leur esprit. Et ils s'abîment en fait. Et c'est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. On pourrait aussi dire que ces journalistes, c'est un petit peu comme quand je parle des forces de l'ordre. Après, comme je dis, si les journalistes feraient leur métier plus sérieusement, donc les forces de l'ordre n'auraient même pas besoin d'intervenir. Donc c'est là où on voit vraiment la position stratégique du monde journalistique qui est entre le peuple et le pouvoir, puisque c'est eux qui informent ou désinforment. Et je me dis, mais ils ont aussi des enfants, ces gens-là. Donc pensez à vos enfants, le futur de vos enfants. Moi, je ne comprends pas comment un Pujadas peut passer maintenant. Comment est-ce qu'il peut, jour après jour, il doit bien gagner sa vie pour dire comment est-ce moi personnellement. C'est pas le pire, hein. C'est voilà, pas le pire. C'est peut-être pas le pire, même Prod, Pascal Prod, parfois il dit des choses, bon, mais voilà, mais c'est pour. C'est pas le pire non plus là. Les deux vous citez. J'ai dit justement, grâce à mes yeux aujourd'hui, si vous voulez. J'ajoute Prod derrière où je dis aussi parfois il peut glisser un truc un peu intéressant, intelligent, mais je dis mais comment est-ce qu'on peut pendant une année, jour après jour, ce sujet-là, comme s'il n'y avait rien d'autre dans le monde. D'accord? C'est un truc de dingue de s'imaginer comment est-ce que je peux me lever le matin et me dire la même journée, un jour sans fin. Ils vivent un jour sans fin. D'ailleurs, le fait de vivre ce jour sans fin, il nous impose ce même jour sans fin. On a l'impression que là, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu te lèves le matin, il n'y a qu'un seul sujet. En plus, si maintenant on s'intéresse vraiment au sujet en profondeur, on se dit, à part du blabla, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas plus de morts que les autres années, donc à part du blabla et faire peur aux gens, et après de comprendre que derrière l'arbre se cache une forêt, et cette forêt, on va la chercher à Davos, pour comprendre réellement ce qui se passe. Voilà, mais après, quand toi, justement, si les journalistes feraient leur métier, toi, en tant que simple citoyen, tu ne ferais pas un travail de journaliste devant une personne qui t'accoste ou bien qui t'aborde parce que tu as ton masque sous le nez. Parce que toi, tu dis, mais moi, je veux respirer. Oui, mais le journaliste ou bien le politicien, il a dit qu'il fallait mettre au-dessus du nez. Voilà, donc, alors toi, tu dois commencer à faire des longs speeches, où justement, si la télé, il y aurait eu cet équilibre d'information, ou bien déjà, au moins si on nous laissait cette possibilité de communiquer sans être censuré sur les médias alternatifs, et c'est là qu'on se dit, attends, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. David Icke, qui est quand même à la base un journaliste sportif, il n'a jamais été censuré. Et il en a balancé des trucs. Depuis les années, quand est-ce que David Icke il a commencé? Moi, j'ai commencé en 2000. Lui, c'était une bonne dizaine d'années avant moi, David Icke. Il a balancé. Jamais censuré. Et là, parce qu'il a osé faire des liens un peu bizarres, son compte YouTube il a été aussi bloqué, David Icke. Une personne qui est quand même très, très, très intéressante et très pertinente. D'ailleurs, même Jean-Jacques Crèvecoeur
c'est aussi beaucoup inspiré sur les partages de Ouais. David Icke. Ah, bien sûr, David Icke, je connais très bien. Voilà, donc Ouais, ouais, vous avez raison. après c'est un Ouais. alerteur des premiers instants. Je veux dire, il est là depuis si longtemps, il a beaucoup d'idonneries, aussi des singeries, mais comme dans le film Complot avec Mel Gibson, à force de dire des choses, ah tiens, là, il a dit quelque chose quand même qui était en trop. Et puis c'est là qu'il s'est fait, voilà, donc, mais c'est Ouais. simplement pour. Donc le monde journalistique, comme, voilà, pour moi, c'est vraiment une clé, c'est la clé, c'est là où on a tout, c'est-à-dire la façon dont les journalistes mainstream fonctionnent, l'information qu'ils répandent. Après, si eux, ils font pas leur boulot, de devoir, comment dire, compter avec des personnes qui n'ont pas justement, soi-disant, cette légitimité de dire je suis journaliste, mais c'est que comme ça où je vois la solution, c'est-à-dire répandre l'information. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez raison. Moi, je m'élève en tout cas aujourd'hui, bien sûr, contre toute cette folie ambiante. Je m'élève contre toutes ces inepties que l'on voit sans cesse et que l'on ne compte plus, malheureusement. Je m'élève également contre ce qu'on pourrait appeler un diktat ambiant aujourd'hui. C'est vrai que voilà, je m'élève contre ce pouvoir mondialiste aux visées mortifères. Je m'élève contre toutes ces censures que vous rappeliez tout à l'heure et qui sont vraiment terribles aujourd'hui. Et bien sûr, au premier chef, pour un journaliste qui fait honnêtement son métier, ni plus ni moins, je milite bien sûr pour cette liberté de la presse. Je suis premier à monter au créneau. Et puis cette liberté, je dirais presque tout court, qui nous est volée aujourd'hui, cette liberté, vous voyez bien, de respirer, vous rappeliez tout à l'heure à travers le masque, cette liberté de pouvoir bouger librement, quoi, qui doit nous habiter, quoi, naturellement. Cette liberté de pouvoir voyager aujourd'hui, alors qu'on sait que maintenant il va falloir un passeport sanitaire avec le vaccin, et en tout cas les tests terribles, dîner au restaurant, on ne peut plus maintenant, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus travailler. Bientôt, on sera contrôlé quand on sera dans un lit avec avec sa femme ou presque. Il y a ce pouvoir qui est vraiment aujourd'hui aux mains d'une minorité, la minorité la plus riche aujourd'hui, qui tente vraiment d'appauvrir, et ça c'est une autre notion, cette population, pour mieux la contrôler, pour mieux la faire disparaître, sûrement in fine. Et c'est ça qui est terrible derrière tout ça. Et bien sûr, je m'élève contre ce vaccin qui est imposé à tout prix, on le voit, et pour des considérations mercantiles, essentiellement pour ça. Voilà, et c'est vrai que je m'élève contre cette pandémie, et puis je termine par ça, qui tue moins sur Terre pour les moins de 65 ans, c'est ce que disait le CDC, que les accidents de la route. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qu'on fait autour de ça, alors que ça tue moins aux États-Unis, au Canada, en France, au Luxembourg, je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit l'être également, mais moins que les accidents de la route. Et donc, c'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui. Et la grande question que j'ai, si vous voulez, par rapport à ça, c'est une question philosophique, c'est d'abord à qui profite le crime, donc qui est derrière tout ça. On a du mal à le savoir, même si le professeur Montagnier tout à l'heure. Pardon ? On a quelques pistes quand même. On a quelques pistes, on s'en doute, mais est-ce suffisant ? Et secondo, comment autant de pays aujourd'hui rentrent véritablement dans ce système-là ? Vous voyez, là, j'ai un ami là, qui va venir faire des travaux, mais qui est un ami, parce que je suis passé par lui vraiment à plusieurs reprises, et c'est devenu un ami, un Serbe. Il est arrivé en France, entre guillemets, avec, je suis désolé de l'expression, mais avec sa bite et son couteau. Et puis, aujourd'hui, c'est un type qui a vraiment acquis une culture grâce à une intelligence, et puis il a une vision des choses, tout ça. Il m'a dit, mais il est retourné en Serbie, là. Il m'a dit, mais avant, on était encore libre, il y a de cela quelques semaines en Serbie, et maintenant, on vous suit. Il m'a dit, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on vous suit. Et il se passe une sorte de mondialisation de l'horreur. Mondialisation de l'horreur. C'est-à-dire que maintenant, tous les pays, c'est comme Othello, vous voyez, tous les pays, Othello, c'est ce jeu noir-blanc, là, les faces, double face, et tous les pays qui étaient blancs deviennent noirs, et voilà. Et ça s'assombrit à vue d'œil. En plus, les nouvelles aux États-Unis, vous devez en savoir aussi quelque chose, mais ne sont pas bonnes, bien entendu, concernant le maintien au pouvoir de Trump. Et donc, il y a peu de perspectives réjouissantes, véritablement, aujourd'hui, vous voyez. Quand on se lève le matin, on se dit, mais pourquoi vivre, quoi, pour nos enfants. Alors, les journalistes aujourd'hui, ça rejoint la question que vous aviez posée tout à l'heure, mais les journalistes aujourd'hui, ils se disent, en gros, il faut quand même faire nourrir nos enfants. La première step, il y a différentes steps, vous voyez, dans l'existence. Et la première step, c'est la step
la step quotidienne. Et ils se disent, la première step, c'est de nourrir ses enfants. Donc, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. En plus, ils ont une place au soleil, ces journalistes aujourd'hui. Vous citez Pascal Praud, David Pujadas, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire en sorte, et encore eux, ils sont plus courageux que les autres, mais qu'est-ce que les autres vont faire pour finalement se couper les ailes ou pour se scier les jambes? C'est pas possible. Donc, ils le feront pas. Ils ont cette place-là aujourd'hui. Avec le pouvoir en place, ils rentrent dans le système, si vous voulez. Donc, les journalistes, quelque part, ils font partie également du système et ils l'alimentent. Voilà. Donc, chacun se tient par la barbichette, si vous voulez. Et les choses ne bougent pas. Il y a une inertie collective qui se crée. Résultat, quand même, ils sont en train de pousser leurs propres enfants et leurs descendants vers un monde à l'aspect orwellien. Donc, c'est ça qui nous pend au nez. Si on commence, si vraiment les personnes autour de nous, puisqu'il y a quand même, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, mais ça suffit pas, entre guillemets, pour inverser la tendance. Et comme vous venez de le dire aussi par rapport à certains pays où on pensait aussi que c'était encore, ça fait pas si longtemps, c'était au mois d'août, septembre, on était aux Pays-Bas, pas de masque, tu étais tranquille. Voilà, maintenant ils sont complètement alignés aussi, les Pays-Bas. Il y a le village gaulois, apparemment, c'est la Suède. Je sais pas ce qui se passe en Suède, mais apparemment, ça représente ce fameux village gaulois comme dans Astérix, donc voilà, ils n'ont pas de masque, ils sont, voilà, et on voit même le résultat. Ça, c'est aussi des choses qui sont quand même pertinentes. De dire, oui, regarde la Suède, ils devraient être tous morts. Hein, si on reste sur les dires de nos chers politiciens et puis tous ces experts, la Suède, elle devrait être décimée si c'était vrai tout ce qu'ils nous racontent. Et vous savez, là, je rebondis sur ce que vous dites, mais excusez-moi, mais non, c'est bien. Mais par rapport à ça, moi, je vivais en tout cas une partie de mon temps en Espagne. Et j'ai écouté ça et j'ai entendu tout ce que vous disiez là, c'est-à-dire effectivement les mesures, on ne peut pas voyager, on ne peut pas la France les autres pays sont différents. Et j'ai voulu aller me rendre compte. Et donc j'ai acheté un camping-car, pour rien vous cacher, et j'ai fait 45 000 kilomètres en l'espace de 8 mois en camping-car. Donc j'ai été en Belgique, j'ai été au Luxembourg, j'ai été en Allemagne, j'ai été ensuite au Danemark, j'ai été en Suède, j'étais en Norvège, où finalement, parce que j'étais français, je n'ai pas pu rentrer en Norvège, mais j'étais partout ailleurs. Et j'ai été jusqu'en Tchécoslovaquie, tout ça. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'itinéraire, mais bon, bref. Et en fait, partout, je dis bien partout, on arrivait jusqu'à il y a quasiment une semaine à voyager et à vivre sans rien. À part la Belgique, qui était, je veux dire, nos petits cousins belges, qui suivaient un peu nos directives. Et Belgique, c'était un peu plus dur peut-être, mais ailleurs et partout ailleurs, c'était free. Free. Vous allez en Allemagne, vous êtes frontalier, vous alliez en Allemagne, aucun problème. Vous mettiez des masques quand vous rentriez dans les grandes surfaces, point final. Mais ailleurs, vous pouviez naviguer sans aucun souci. Vous aviez une vie tout à fait normale, toutes les entreprises fonctionnaient, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait strictement rien. Et voilà. Idem, je veux dire, au Danemark, pareil. Suède, vous parliez de la Suède, effectivement, avec l'immunité collective, il n'y a pas eu de cas. Bon, c'est légèrement remonté, mais c'est, je veux dire, complètement insignifiant par rapport à tout le reste. Et voilà. Et donc, la réalité, tout ça pour vous dire que la réalité qu'on vous propose à la télévision n'a strictement rien à voir avec la réalité du terrain. On nous disait on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas traverser les frontières et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que si, on peut naviguer comme on veut. Moi, je n'ai jamais été arrêté sur les 45 000 kilomètres que j'ai fait. Je n'ai jamais été arrêté une seule fois par la police ou par les douanes ou par les contrôles douaniers ou quoi que ce soit. Jamais été arrêté. Voilà. Donc, les informations délivrées à la télévision sont des informations fausses, des informations erronées, ont peur pour laisser les gens chez eux et voilà, se gaver d'informations et ne pas avoir de discernement possible. Un bel exemple, c'est justement l'image que les gens ont de Trump. Ça, c'est un bel exemple pour montrer comment les médias vont manipuler la pensée des gens, puisque si on fait le bilan, moi, je suis pas un pro-Trump, hein, moi, je veux dire, moi, l'histoire QAnon, j'aimerais y croire, mais pour l'instant, il se passe rien. Je veux dire, c'est ça le problème. Il y a des hélicoptères, oui, il y a des troupes américaines qui bougent, oui, mais en gros, bon, bref. On va voir, donc, le 20, pour moi, le 21, de toute manière, janvier, on sera vraiment mis au parfum s'il y avait quelque chose derrière ou bien si c'était de l'opposition contrôlée. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis ni pro-Trump, enfin, je suis pas pour Trump, ni encore moins pour Biden, mais parce que
Là, au Ouais. moins, on a vraiment une crapule. On sait que le gars, il a quand même bossé pendant 8 ans avec Obama et qu'ils ont quand même bombardé, ils ont allègrement bombardé le monde à hauteur de 3 bombes à l'heure. Donc, il faut s'imaginer sur les 8 ans. Et ça, c'est ce qui va être président apparemment en Amérique. Bonjour les dégâts. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec Trump, c'est justement quand on voit son bilan, il n'a aucune guerre. Voilà, c'est rare, hein, c'est du jamais vu qu'un président américain n'ait déclaré aucune guerre, il n'était pas dans un conflit. L'économie américaine, il a remonté apparemment aussi, donc il y avait moins de chômage. Et cette histoire de mur, ben, il y a beaucoup de personnes, c'est encore une question de vision. On peut mettre un mur parce on veut pas d'étrangers dans le pays, mais on peut mettre aussi un mur avec des postes entrées pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de business qui soit fait avec la misère des pays du Sud. Mais et après, quand on regarde la façon comme les médias, et là je vais parler des Français, encore une fois, puisqu'on est plutôt du côté francophone, quand on voit l'image qu'ils font de Trump, c'est Ouais, catastrophe. Je veux dire, non, mais c'est vrai que c'est horrible. Trump, vous le rappeliez, il a eu de super résultats économiques. Il a 3 quarts de mandat. Jamais un président des États-Unis n'avait un taux de satisfaction aussi élevé. Il était quasiment réélu s'il n'y avait pas eu cette crise de la Covid. Trump, il a nettoyé tout ce marais putride autour de lui. Notamment, il faisait ça pour les générations futures. Il a redonné, et je pense qu'il a plus l'image d'un démocrate, curieusement, que d'un républicain. Si vous voulez, un vrai démocrate, il a redonné le pouvoir au peuple. Il a redonné le pouvoir aux citoyens. Il a fini avec lui tout ce qui est état profond. Il l'a purifié, il a écarté le cartel bancaire. Trump, en fait, il peut être considéré comme, si vous voulez, c'est l'anti-Bush Trump. C'est un pacifiste, vous vous rappeliez, il a même retiré ses troupes d'Afghanistan. C'est un symbole quand même très très fort. Avec Trump aussi, c'est la fin de la prééminence américaine sur le reste du monde. C'est la fin de la réserve fédérale, par exemple, de l'emprise américaine un peu partout dans le monde. C'est un véritable souverainiste, Trump, qui s'oppose donc aux globalistes et aux mondialistes que sont les autres et les démocrates aujourd'hui, avec derrière, en tête de pont, bien sûr, Bill Gates et puis tous les autres qui tiennent d'une main de fer, en fait, tout ce système, Soros et autres, qui sont derrière, appuyés bien sûr sur toutes les banques et les systèmes bancaires. oui, c'est ça le constat où on voit justement comment les médias peuvent justement diriger la pensée collective et aussi en ce qui est. Donc, si on a cet exemple avec Trump, on peut s'imaginer que ce sujet qui nous concerne directement, puisque là vraiment on est quand même dans un sujet extrêmement grave, on nous balance depuis une année une pseudo-pandémie qui est en fait un plan qui vient de Davos, le grand reset économique. Les économistes, à mon avis, ils avaient déjà depuis longtemps calculé la fin du règne, entre guillemets, de ce monde de la finance, puisqu'il y a aussi des calculs où on peut prévoir à l'avance qu'à un moment donné, ça va s'étouffer, donc ça va plus fonctionner. Et comme ils ont la main mise sur le monde déjà depuis des siècles et des siècles grâce à ce système économique, ben, ils sont déjà en train de préparer leur nouveau monde. Hein. C'est comme ça qu'on va utiliser les mots. Donc, un nouveau monde avec un système de contrôle à la chinoise. Voilà. Quoiqu'il y a peut-être une chance, tu sais, les produits chinois, ils sont jamais de trop bonne qualité, alors il faut peut-être espérer que aussi là-dessus, ça va se casser la figure après quelques Zone mois. d'obsolescence programmée, ouais. Après quelques mois, on pourra le foutre à la poubelle. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, on est quand même à un basculement si il n'y a pas une prise de conscience très, très importante pour les semaines à venir. Là, on va vraiment basculer dans quelque chose qui sera pas très agréable. On a évoqué avant justement cette possibilité. Donc, ok, la vaccination n'est pas obligatoire, mais pas de vaccin, plus d'avions, plus de supermarchés, plus de restaurants, plus de cinéma, plus de salles de spectacle, etc., etc. Et donc, je dis, mais après, d'accord, vaccin, mais après, déjà, il y a des grosses polémiques par rapport aux vaccins traditionnels, les vaccins comme on les connaissait dans le temps. Il y a comme Christian Talchaler, avant, quand vous évoquiez Emma Clusi, elle est comme aussi en contact avec Christian Talchaler, qui est comme l'expert de la vaccination, c'est-à-dire justement en disant ne faites pas de vaccin, ce sont que des poisons que vous injectez dans votre corps. Et là, on est confronté à un gouvernement qui nous dit tu n'as pas besoin de te faire vacciner alors que ce n'est même pas un vaccin, c'est un produit de thérapie génique. Tu n'as pas besoin peut-être, mais tu ne pourras plus faire ça et ça. Et là, justement, je me dis
L'information, encore une fois. Il n'y a que ça. Il faut informer. Quelqu'un vient vers toi, même moi j'ai trouvé une parade qui est quand même intéressante parce qu'on ne peut pas forcer une personne. Mais quand le sujet il est évoqué, ah je vais me faire vacciner, il faut tout de suite dire de quoi tu me parles? De quoi tu parles là? Le vaccin. Et il dit c'est pas un vaccin. Comment c'est pas un vaccin? Ben, c'est un produit de thérapie génique, d'accord? Donc il faut venir comme ça et dire, et peut-être que tu vas ouvrir l'esprit de cette personne, dire mais de quoi tu me parles? Et là, automatiquement, on a une porte, une ouverture pour dire, bah, écoute, c'est très simple, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Quelque part, tu as une tête de souris, ils se sont dit, on va le tester sur le peuple, voilà. Donc, et puis après, on connaît tout on a complètement, on a zappé toute la phase de test, hein, d'accord, on le sait aujourd'hui qu'il y a pas de test qui suit, ils ont quelques mois, même pas, hein, et là, ils ont déjà des dégâts, apparemment. Donc, et puis avec les nouveaux, justement, l'Angleterre qui a ouvert le bal, déjà là, il y a aussi déjà des rumeurs qui disent qu'il y a des personnes qui ont eu des séquelles par rapport au… Après, ils viennent avec leurs histoires d'allergie. Ouais, bon. Bref, mais c'est simplement pour dire, justement, ce reset, enfin, ce passage vers un nouveau monde. Et là, je pense que le métier de journaliste dans ce nouveau monde-là, V pour Vendetta, hein, vous connaissez probablement ce film, qui est quand même un film très parlant. Aujourd'hui, plus que jamais, ce film, il nous dit tout. Hein. Et ça commence avec un faux virus, quelque chose qui est répandu dans le peuple, qui va permettre à déstabiliser le pouvoir en place pour mettre en place un gouvernement privé. Et dans un monde de dictature, je dis, attends, V pour Vendetta, il est sorti en 2007, je crois, ou 2008. C'est le scénario d'aujourd'hui. Et c'est là où et quand on voit le rôle des journalistes, justement, ils l'ont bien aussi montré dans le film. Il y a un journaliste qui coordonne tout, qui sont sur le devant de la scène et qui ont un rôle d'information qui est majeur. Mais je crois, si vous voulez, que là de ça, il y a le rôle des journalistes. Alors pour moi, c'est à l'époque de ma génération, on disait que c'était le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment le premier pouvoir. C'est le journaliste, c'est le Pygmalion qui fait l'égérie de demain. Donc, on l'a bien vu du reste avec le président français actuel. Donc, effectivement, ça, c'est un pouvoir du journalisme qui est absolument considérable. Mais je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir principal, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple a aujourd'hui vraiment le pouvoir de dire non. Ensemble, on a le pouvoir de dire non. Et on ne l'utilise pas, en fait, ce pouvoir. Notre voix aujourd'hui est forte. On voit que les lignes, véritablement, sont en train de bouger, très sérieusement quand même. Notamment, je pense que grâce aux 2 derniers films parus, et notamment Hold Up, ils ont pris conscience quand même que la population réagissait, que le monde de la médecine n'était pas forcément inféodé au pouvoir. Je pense qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont été délivrées assez récemment et qui permettent aux gens de se dire il y a quand même quelque chose d'autre, voilà. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit mais c'est pas possible. Enfin aujourd'hui on marche sur la tête. Et il y a un exemple qui paraît complètement ridicule mais qui est extrêmement frappant. C'est l'exemple du ski en France. Vous savez que les stations de ski pour Noël ont été fermées. Elles n'ont pas été fermées, mais en tout cas les remontées mécaniques ont été fermées. Quand on voit le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui dans les centres commerciaux, dans des escalators, et qui montent les escalators en indoor, c'est incroyable. Et qui permettent ça alors qu'en outdoor, dehors, ils interdisent aux gens de pouvoir prendre des remontées mécaniques dans un air frais et pur de la montagne. Demain, c'est le vélo sans selle. Demain, c'est le vélo sans selle et la piscine sans eau. Voilà, ça, c'est la suite. Donc, mais il n'y a que des incohérences cette année. C'est pour ça le film Idiocratie. On marche aujourd'hui sur la tête. La roue à Lille sans public, on pourrait les démultiplier. Il n'y a que des incohérences, des choses comme ça où je dis, mais à l'intellect, bon Dieu, les gens, qu'est-ce qui doit arriver? C'est ça la question. Qu'est-ce qui doit arriver vraiment dans la vie de tous les jours des personnes pour qu'ils aient quand même ce déclic, parce que ça fonctionne avec un déclic. Il y a quelque chose qui se fait. Le film Hold Up, c'est vrai que comme ils en ont plus beaucoup parlé dans les médias mainstream, il y a des personnes qui se sont dit, je vais me faire une idée, je vais regarder ça. Et c'est faire de la publicité en même temps, c'était bien. Après, le film, il y a à boire et à manger, on va dire, mais c'était déjà bien qu'ils en parlent pour que des personnes puissent se dire, ah tiens, parce que comment il s'appelle, Laurent Alexandre, quand il parle, ce gars-là… Il est terrible, celui-là.
Là, on est à fond parce que aussi les gens, le mot transhumanisme, c'est quoi? C'est des mots. C'est là où on comprend aussi un petit peu la pauvreté parfois intellectuelle des personnes quand on évoque des sujets. Transhumanisme, quand on va parler de Davos, c'est quoi Davos? D'accord? Donc c'est dingue, mais c'est comme ça. Et puis là, on comprend aussi comment cette cabale réussit à chaque fois parce qu'en même temps, ils ne réinventent pas la roue. Il faut savoir que la cabale qui est quand même présente depuis des siècles et des siècles, ils font rien d'autre que de peaufiner leur technique de manipulation de masse, donner-leur du pain et des jeux. Donc là, on voit que ça remonte à très très loin, ces techniques. Aujourd'hui, c'est donner leur du Cyril Hanouna, de la télé-réalité et un McDonald's, un hamburger McDo, parce que ceux-là, ils sont ouverts. Encore aujourd'hui, on est passé devant en roulant. Il y avait plein de bagnoles sur les parkings. Donc les gens, comme des abrutis, vont se chercher leur néfaste food, là, puisque c'est comme ça que je l'appelle. Et puis après, ils vont se mettre dans leur voiture et puis encore, ils attrapent un coup de froid là-dedans. Et quand ils tomberont malades, j'ai attrapé le Covid. Bon, bref, c'est simplement pour dire. Vous avez raison, en fait, c'est ça. Non, mais ce qui est très intéressant derrière ce que vous dites, Alan, c'est que, en fait, ce sont les gens qui sont responsables aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On ne devrait pas taper sur les politiques comme on le fait. On devrait taper sur les gens en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre vie en main. Est-ce que cette vie, vous voulez l'abandonner au profit de quelqu'un d'autre et au profit d'un groupuscule plus ou moins terroriste qui aujourd'hui gouverne et est aux commandes, en fait? Est-ce que ça, on peut véritablement le faire? Est-ce que vous acceptez que votre puissance de pensée soit quasiment annihilée, que votre liberté soit aujourd'hui bravée ainsi? Non, mais c'est aux gens de se responsabiliser, c'est aux gens de prendre ça. Moi, je pense avoir le courage, et vous aussi, quelque part, derrière ce que vous faites, qui est remarquable, de pouvoir alerter aussi l'opinion publique, si vous voulez. Moi, je le fais aussi à ma façon. Il y en a qui le font encore mieux et qui sont encore plus connus et qui sont encore plus bons. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on prend le taureau par les cornes, si vous voulez. Mais il y en a combien qui le font? Vous voyez, il y a les gens, ce sont des catch potatoes qui sont devant leur télévision et qui regardent BFM TV, en tout cas pour les chaînes françaises, et qui ingurgitent tout ça et qui se font complètement matraquer d'informations qui sont erronées, fausses, dénaturées. Et au bout d'un moment, ils sont complètement conditionnés, ces gens-là. Ils ne peuvent pas sortir de cette torpeur. Voilà, et ils n'ont pas ce discernement nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Et c'est ça la volonté primaire des gouvernements aujourd'hui, c'est d'imposer ça, ce mode de pensée-là. Et là, on a aussi deux choses. C'est ce que vous avez expliqué avant, évoqué avant avec les journalistes qui ont un certain confort. Hein, je veux dire, ceux qui passent à la télé, ils ont quand même des salaires qui sont quand même alléchants. Ils ont leur famille à nourrir. Enfin, ils doivent bien vivre. Cette peur de perdre cet emploi, on peut le décliner à n'importe quel boulot. Le vigile qui emmerde la personne qui veut entrer sans masque, et lui aussi, il se dit si je fais pas ça, on me vire et c'est un autre qui fait ça à ma place. Donc il y a ce phénomène-là. Et l'autre phénomène qui est pour moi aussi, on va dire, le talon d'Achille de l'homme, mais pour moi, je dis, il y en a pas un, il y en a deux. On a deux talons, donc il y a deux talons d'Achille. D'un côté, on a la paresse. Ça, c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien. Pourquoi je devrais me fatiguer à chercher si on me donne les choses, hein, d'accord? Donc on est dans une société fast-food, tout doit aller vite. Pourquoi est-ce que parce qu'en même temps, il y a des personnes qui me disent oui, tes vidéos, il faut les faire courtes ou bien des capsules. Les capsules, c'est bien parce que c'est de créer. Si vraiment on a cette faculté de synthétiser et de donner une information extrêmement puissante en l'espace de 2 minutes, comme le fait très bien d'ailleurs Richard avec ses capsules de 2 minutes, puisque même si c'est la minute, c'est plutôt 2 minutes. C'est très bien de synthétiser. C'est la minute de Ricardo, mais je suis à une 45 de minutes à peu près. Voilà. Donc, c'est pas évident pour toute personne en quelques minutes de donner vraiment, de faire un condensé pour apporter quelque chose de très fort, quelque chose vraiment une essence, quelque chose, on va dire, on est dans les huiles essentielles, quelque chose de très fort. Mais par contre, la paresse des gens aujourd'hui, c'est justement qu'il y en a ils ont tendance à trop aller chercher des trucs qui vont vite, alors que en fait, l'éveil, le vrai éveil intellectuel, spirituel,
c'est pas en quelques minutes que ça se fait. Je veux dire, c'est vraiment un travail qu'il faut faire en soi. C'est l'alchimie, donc c'est vraiment de se transcender, de s'intéresser à tout, de parfois de développer, parce que développer, ça veut dire ce que ça veut dire. On va vraiment, et il y a même un proverbe suisse qui dit, le diable se cache dans les détails. Alors après, on va pas forcément dire le diable, mais le détail, c'est quoi? Ben, c'est un petit engrenage, un engrenage minuscule dans une montre suisse. Il est peut-être minuscule, mais s'il n'est pas à l'intérieur, la montre ne tourne pas. Donc, les détails sont importants. De comprendre vraiment toutes ces choses. Donc, on a d'un côté cette paresse, puisque tout est fait pour entraîner les personnes ils vont manger, tout est préfabriqué, donc c'est de la cochonnerie. La réflexion, on ne va pas penser par soi-même, on mange aussi du fast-food, donc c'est du fast-food intellectuel. Donc ça, c'est un talon d'Achille. Et l'autre, c'est tout simplement la peur. La peur. Donc la peur de perdre. Et là, je dis aux personnes qui me regardaient, si vous avez peur de perdre quoi que ce soit, dites-vous bien que ce qui est en train de se préparer, vous allez tout perdre. Ça, je peux vous l'assurer. Si vous ne bougez pas tout de suite, que vous ne comprenez pas conscience de ce qui se passe réellement, de voir que derrière cet arbre, qui est une fumisterie absolue, s'intéresser aux travaux d'Antoine Béchamp, comprendre que cette arnaque à la médecine, donc ce monde pharmaceutique dans lequel nous sommes depuis maintenant un certain temps, c'est seulement du business, c'est faire de l'argent, où on a complètement écrasé un génie qui s'appelait Antoine Béchamp et on a mis en avant un autre imposteur qui s'appelait Louis Pasteur, tout comme ils l'ont fait avec un autre génie qui s'appelait Nikola Tesla, qu'on a mis de côté pour mettre en avant un imposteur qui s'appelait Thomas Edison. Donc, de vraiment comprendre que nous sommes dans une imposture qui pour nous, aujourd'hui, qui nous concerne, c'est un siècle environ, un siècle. Nous sommes dans un plan qui a été élaboré sur un siècle. Donc, d'ailleurs, même sur le dollar américain, ils l'ont dit déjà sur le dollar américain, il y a marqué Novos Ordo Secularum, nouvel ordre séculaire. Ben voilà, à partir du moment où il a été imprimé sur le billet 100 ans, ben à partir de là, sur 100 ans, on a un plan établi. Donc, c'est là de commencer à se dire, ce qui est en train de se préparer là, c'est un basculement total du monde que nous avions connu, où nous avions cette illusion d'avoir une certaine liberté, alors qu'en réalité, il y avait déjà… Ah, donc, on est déjà bien contrôlé, canalisé, on va bien donner des… En Amérique, quand on voit les élections en Amérique avec deux candidats, mais je dis, oh, c'est quoi ce choix? C'est quoi ce choix? Surtout, Richard, qui connaît quand même bien la politique, quand il y avait Bush face à John Kerry. Donc, les deux gars, soi-disant, donc l'un il est républicain, l'autre il est démocrate, mais quand tu regardes, les deux sont membres des Skull and Bones, donc déjà ce sont des frères quelque part, hein, et en plus quand on regardait leur arbre généalogique, ah merde, ils ont les mêmes ancêtres. Donc tu te dis, sur 300 millions d'habitants américains, ils n'arrivent pas à trouver autre chose que deux cousins. D'accord? Et c'est là où on voit tout l'illusion dans laquelle nous sommes depuis maintenant des décennies, voire des siècles, voire même beaucoup plus, bien au-delà. Et bon, là, je suis en train de faire une conférence, mais c'est simplement pour… Non, mais je vous écouterai des heures. En tous les cas, c'était super sympa. Non, mais c'est là où je dis, c'est hyper dialoguer avec vous, parce que c'est vrai que… Ce que vous faites est magnifique, puisque les minutes Ricardo où je dis aux personnes, regardez-les toutes, pour avoir vraiment, justement, si vous voulez que ça aille vite, allez voir les minutes Ricardo. Il y en a combien à ce jour, Ricardo, il y en a combien? Richard, deux minutes? Deux minutes? Non, il y en a combien de capsules? De capsules? Il y en a beaucoup, parce que j'en fais une par jour depuis quasiment le début. Merde. J'allais dire du conflit. Il y en a beaucoup. Donc, il y en a beaucoup, mais après, ça monte en puissance. Au début, j'avais 200, j'étais déjà content. Après, je suis passé à 2000. Après, je suis passé à 20 000. Et puis après, 200 000. J'espère 2 millions. Donc ça, c'est les visions, hein, ce n'est pas les capsules. Grâce à François, ouais. Grâce à François et à vous, parce que vous servez de relais, effectivement. Et Luxembourg, j'ai pas mal de gens au Luxembourg, du reste, qui m'ont appelé là et qui m'encouragent aussi dans cette voie-là à continuer, quoi. Au Luxembourg, on a exactement la même situation que l'Allemagne, que la Belgique, que la France. Ouais. Donc, nous avons un gouvernement de personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire on leur envoie des documents, les abriefs, donc des documents qui vont directement à la Chambre pour poser des questions. C'est complètement fermé, donc on ne veut pas écouter, on ne veut pas avoir de discussion, d'avoir d'échanges réels. Moi, de mon côté, je fais partie aussi d'une association, d'un regroupement de personnes qui essayons par tous les moyens d'éveiller les Luxembourgeois. Donc, j'étais le premier Luxembourgeois à faire une vidéo en luxembourgeois.
parce que je parle aussi luxembourgeois, Ah, bien sûr. Hein. Donc, bah, bien j'étais le tout sûr. premier à avoir déclenché, parce qu'il y a j'ai eu des retours quand j'ai fait cette vidéo qui durait 10 minutes environ. Ah, enfin, un luxembourgeois qui ose dire fort ce que nous pensons tous. Ben, il serait temps que ça bouge là. Et puis donc, j'ai eu des retours. Et maintenant, avec des anciens d'RTL, des personnes quand même qui ont un petit peu, on va dire, une certaine notoriété, on est en train aussi d'essayer de faire quelque chose au Luxembourg. Bon, après, moi, je suis francophone, donc je me dis, la France, la grande France à côté du petit Luxembourg, quand il y a un éléphant qui saute dans la piscine France, ça éclabousse le Luxembourg. Donc, je me dis qu'il est important qu'il se passe quelque chose en France ou en Allemagne ou en Belgique, parce que le petit Luxembourg qui se trouve au milieu, de toute manière, il est à la merci des grandes décisions qui sont prises autour. Donc, il est important que tout le monde fasse sa part de colibri. Voilà. D'accord. Écoutez, merci infiniment en tous Moi, je les vais cas. simplement vous demander Ouais. pour finir, pour conclure, dites ce que vous voulez dire. Donc, si vous avez encore un message à faire passer. Bah, écoutez, je crois que c'est vous qui avez magnifiquement bien conclu. Alors, moi, je ne peux rien rajouter d'autre, si vous voulez, sinon de prier. Je crois beaucoup, moi, aux vertus de la prière. Je pense que c'est une arme assez incroyable, utilisée notamment par Jean-Paul II à l'époque pour casser les murs. Et je pense qu'il n'y a que ça. Il faut s'en remettre aujourd'hui. J'appellerai pas, moi, les gens à une violence. Vous disiez vous-même tout à l'heure, je ne veux pas qu'il y ait du sang dans les rues, je ne veux pas qu'il y ait des morts, je veux pas qu'il y ait, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas passer par là. Et j'appelle vraiment, moi, à beaucoup de calme, de discernement. Je pense que c'est par la philosophie, la pensée, la prise de conscience, la prière qu'on va pouvoir arriver vraiment à changer les choses et à faire en sorte que ce monde redevienne réel, quoi. Parce que là, on vit vraiment aujourd'hui par procuration, on vit dans un autre monde, quoi. C'est la quatrième dimension, quoi. Donc voilà, prier et puis s'en remettre. Moi, j'ai 5 enfants, donc qui ont entre 20 ans et 9 ans. Et quand je les vois aujourd'hui, je les sens perdus, quoi. Véritablement perdus. Et ce qui me rend véritablement triste aujourd'hui. Il y a une vraie tristesse qui m'habite et je me bats pour eux. Je me bats pour eux parce que je me dis que si je ne le fais pas, qui le fera voilà, à ma place. Donc voilà, les choses sont. Alors, effectivement, je me mets beaucoup de gens à dos aussi parce qu'en ayant, et comme vous, cette position-là, c'est pas facile à assumer, c'est pas facile. Moi, en plus, j'ai entre guillemets une petite notoriété, donc c'est vrai que c'est pas évident parce que je me coupe de pas mal de monde. Mais c'est pas grave. Je sais que ce combat-là, il sera salutaire tôt ou tard et que voilà, il faut pouvoir se sacrifier au nom de ces idées. À Voilà, ses j'espère ne enfants, pas je veux arriver dire tout là, mais simplement. Ses enfants. voilà, ces Vous enfants. en avez 5, moi j'en ai qu'un qui a 20 ans. Et lui aussi, je me dis, ça c'est aussi quelque chose que je dis aux personnes. Souvent, je dis, si tu sais pas pour qui tu le fais, regarde tes enfants, regarde ton fils. Et imagine-toi dans 10 ans, en 2030, Ouais. si maintenant le scénario, je connais pas la suite, personne ne le connaît. On espère bien sûr éviter le sang, éviter voilà, tout ce monde aurélien. Mais moi, dans 10 ans, quand mon fils me demandera qu'est-ce que tu as fait en 2020, je pourrais le regarder droit dans les yeux. Et c'est aussi important de se dire, voilà, on a eu une action qui était celle d'un résistant moderne, entre guillemets, à travers la toile, puisque c'est aussi une forme de résistance quelque part. Et puis voilà. Bah, écoutez, Richard, je vous Merci remercie beaucoup, Alan. C'était un chaleureusement. vrai C'était un plaisir. honneur, c'était vraiment un honneur de vous avoir invité Non, non, à non. mon émission. C'est un plaisir vraiment réciproque et bonne chance à vous. En tous les cas, on s'y en courant. Merci. Saluez votre charmante épouse et puis on se dit à bientôt en tous les cas. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Là, je vais vous laisser le mot de parole. À bientôt. Hein. Ciao, ciao pour une prochaine échange. Ciao, ciao.